Jean Roche, donc je suis médecin hospitalier au CHU de Lille. J'ai une formation initiale de psychiatre et une formation complémentaire de gériatre. Je suis responsable de deux unités. Une unité psychogériatrie qui prend en charge également les patients Alzheimer avec troubles du comportement et une unité de consultation mémoire à orientation gériatrique du fait qu'on reçoit majoritairement des patients très âgés. Quand on travaille en consultation mémoire, donc on voit des gens qui sont a priori, surtout pour la première consultation, dans un début de maladie. Alors, il peut y avoir des grosses variations, bien sûr, d'une première consultation à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui se passe avant cette première consultation. Pourquoi les gens décident à un moment donné de venir consulter dans un lieu qui s'appelle consultation mémoire. Donc le lieu veut bien dire ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de doute sur ce qu'on vient faire ici. Et qui est demandeur en fait ça, c'est une des premières questions. Qu'est-ce qu'on attend en fait de cette consultation et combien de temps ça a pris avant de venir en consultation. Si on prend sur le pourquoi on vient, c'est est-ce qu'on y vient pour soi, pour avoir une réponse par rapport à une inquiétude, par rapport à une incertitude, par rapport au fait de vouloir être rassuré. Est-ce qu'on y vient un peu pour les autres? Ça peut être aussi le cas. On veut bien, mais tout seul, on n'y serait peut-être pas allé, mais avec son conjoint, avec son fils, sa fille, là, qui eux s'inquiètent, bon, on est d'accord pour venir. Donc là, c'est déjà un cadre un petit peu différent. Et puis il peut y avoir un troisième cadre qui est plus compliqué encore à prendre en soin, c'est la notion de je viens en consultation, mais j'ai pas du tout envie de venir et je suis un peu contraint par mon entourage pour venir, puisque moi je suis pas malade. Donc ça peut se voir chez des patients qui ont des formes assez anosognosiques, donc avec une méconnaissance en fait de leurs troubles ou une sous-estimation de leurs troubles et qui comprennent pas pourquoi on veut s'occuper d'eux. Voilà. Donc ça sous-entend qu'il n'y a pas je prends le rendez-vous et j'ai le rendez-vous, mais il y a une prise de conscience progressive, il y a quelque chose qui est très lent. Hein, et quand on voit avec les proches ou avec le patient, on sent que c'est des semaines, voire des mois, en fait, avant que cette prise de décision soit là. Et quand on voit dans les statistiques des consultations mémoire, les délais entre le moment où les premiers signes de maladie apparaissent et la première consultation, on est toujours à peu près à 3 ans, alors qu'il y a une information qui est beaucoup plus importante, on a eu plusieurs plans Alzheimer, il y a toujours ce délai qui reste globalement assez inchangé. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que l'information. Hein. L'information du public ne suffit pas pour raccourcir ce temps. Hein. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire familiale, de l'histoire personnelle, de la prise de conscience des troubles, du bénéfice par rapport au risque des consultations. Il faut que ce bénéfice soit présent pour qu'on aille prendre le rendez-vous. Et à partir du moment où il y a cette prise de rendez-vous, on trouve toujours que le délai de la consultation est trop long, parce que là, on a pris la décision d'y aller et on ne comprend pas pourquoi il faut attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois dans certains cas, pour avoir cette réponse. Voilà, mais tout un cheminement. Donc il y a toute une temporalité qui est beaucoup plus importante, je pense, que dans d'autres types de pathologies. Pourquoi les gens ne viennent pas plus tôt en fait en consultation mémoire? Je pense qu'il y a différents axes. On va recommencer par le plus simple. Il y a le patient très anosognosique, donc pas du tout conscience de maladie, aucune demande par rapport à la consultation. L'entourage met du temps à se rendre compte qu'il y a un problème parce que majoritairement le patient atteint de maladie Alzheimer est un patient âgé, voire très âgé, et que du coup on confond notion de maladie et notion de vieillissement. Hein. Et donc un petit oubli de temps en temps, ça arrive à tout le monde et ça va être relativement banalisé. Donc ça, c'est un élément qui peut jouer. Autre élément qui fait que la maladie va être en retard au niveau de la première consultation, c'est que c'est très très progressif. Un des intervenants hier parlait de maladies assez sournoises, qui se cache en fait et qui apparaît à un moment donné en pleine lumière. Mais souvent, les familles font un lien entre un événement et la maladie. La maladie, elle a commencé à un moment précis. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent conscience en fait de ça.
Donc ça peut être par exemple le déménagement d'un enfant, une maladie d'un proche, ou plus grave, le deuil du conjoint qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi une dépression qui est apparue, qu'on a essayé de traiter, puis ça va un peu mieux au niveau de la dépression, mais au niveau de la mémoire, ça ne va pas mieux. Voilà, donc il y a souvent des éléments comme ça. Mais on ne parle quelque part que des gens qui viennent en consultation. Donc il y a aussi tous les gens qui ne viennent pas en consultation, puisqu'on fait des estimations par rapport à des enquêtes épidémiologiques, mais en gros, il y en a 1 sur 2 qui n'a pas été diagnostiqué. Alors peut-être parce que c'est aussi des formes très sévères et que c'est un peu tard, mais aussi des formes précoces, parce que là, on est plus dans l'interrogation. Certaines personnes vont ressentir quelque chose qui n'est pas comme avant. Hein. Mais ce n'est pas spécifique, à mon avis, au sujet jeune. Les quelques sujets jeunes qu'on a pu suivre en consultation par rapport aux sujets âgés décrivent à peu près la même chose. Il y a une notion de différence par rapport à avant, pas aussi performant, mais ils ne pointent pas toujours le problème de mémoire. C'est plutôt... Voilà, j'y arrive plus. La mémoire peut être dans le dialogue, hein, mais pas automatiquement spontanément mis en avant. Hein. C'est vraiment des sensations qui décrivent. La famille peut rapporter des exemples, des faits qui expliquent en fait la consultation. Voilà, je prends un exemple qu'on a eu récemment, c'est on était allé sur le bord de mer, sur la mer du Nord, toujours au même endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de partir à droite sur la digue, elle est partie à gauche et s'est perdue. Mais ça fait 10 ans qu'on vient là. Hein. Donc un événement qui fait que les autres événements antérieurs prennent du sens. Hein. Voilà ce que je pourrais dire. Donc c'est, à mon avis, pas un problème d'âge, c'est un problème de perception d'une modification. Ce qui explique d'ailleurs que dans un certain nombre de cas, les premiers signes que décrivent la personne atteinte ou son entourage, c'est une modification comportementale. Ça ne veut pas dire que ça devient une maladie psychiatrique, ça veut dire simplement que le cerveau, c'est des neurones qui s'envoient des neuromédiateurs entre eux, j'aime bien cette image-là, mais c'est aussi une interface avec le monde. Et donc si cette interface avec le monde est perturbée du fait de lésions neurologiques, automatiquement ça va entraîner des comportements à minima, puis de façon plus importante sur le plan comportemental. Donc c'est à ce titre-là que la part psychologique me paraît importante dans le repérage précoce aussi de la maladie d'Alzheimer. Encore plus, je dirais, qu'à un stade plus tardif où les troubles de mémoire seront encore plus évidents. Alors, lors de la première consultation, ce qu'on essaye de faire sur la consultation dont je suis responsable, c'est déjà de recevoir en fait le patient, le futur patient ou celle qui est désignée comme étant à l'origine de cette venue. Donc, lors de la première consultation, on donne du temps à la personne qui aurait des troubles de la mémoire ou des fonctions cognitives. Et on essaye de les voir seuls à ce moment-là, sans la famille, sans l'entourage, pour qu'il y ait un temps d'échange direct. Et après, une fois que cette personne a exprimé en fait son ressenti, on va demander son accord pour pouvoir faire rentrer la personne qui l'accompagne. Très souvent, la personne n'est pas venue seule. Hein. C'est assez exceptionnel que la personne vienne seule. Donc on essaye d'avoir cette chronologie-là. La première consultation, c'est une consultation de prise de contact. On explique d'emblée qu'il n'y a pas de diagnostic qui va sortir à l'issue de cette consultation, qu'il y a juste à avoir des impressions et que si besoin, on devra compléter par un bilan plus complet qui sera en hôpital de jour. Et on essaye de lister un petit peu la chronologie des faits, ce qui a été repéré, une chose assez classique, l'histoire de vie du patient, ses propres inquiétudes, parce que dès la première consultation, ils peuvent exprimer l'idée j'ai peur d'avoir une maladie. Mais le plus souvent, ils citent cette maladie comme si c'était en fait un nom propre, c'est-à-dire j'ai peur de l'Alzheimer, quoi. Hein, donc ça devient très très simple. Mais Alzheimer, c'est tout. Alzheimer, c'est tous les troubles cognitifs.
Alzheimer, parfois, c'est simplement des troubles anxieux, des troubles dépressifs qui n'ont pas été repérés et qui peuvent prendre l'aspect d'un trouble cognitif, ou c'est l'intrication entre du psychiatrique et du cognitif dans certains cas. Il faut, à mon avis, faire attention de trop couper le neurologique et le psychologique ou le psychiatrique et mettre le cerveau au milieu. L'importance, c'est d'avoir une cohérence. Le patient, la personne atteinte de ces maladies est une personne unique. Il ne faut pas trop découper en fonction de notre schéma médical. Comment on travaille pour avoir cette globalité de prise en charge ? Là, au niveau de la consultation, on a des compétences qui sont assez globales. Il y a des compétences psychiatriques et des compétences gériatriques, et il y a des gens qui sont formés au niveau de tout ce qui est en fait troubles cognitifs, sans qu'on ait automatiquement de neurologue au sein de la consultation, mais il y a des gériatres et des psychiatres qui se sont formés en complément à tout ce qui était en fait pathologie cognitive. Donc on essaye d'avoir une vision globale au niveau de la mémoire, mais également au niveau du somatique qui interfère fort, notamment chez les personnes très âgées. C'est peut-être un peu moins vrai sur des sujets jeunes, où là la maladie va être seule en fait quelque part interférée, mais sur quelqu'un qui a 80 ans, on va devoir prendre en charge aussi le somatique. Si on ne le prend pas en charge, on va être en décalage. À nouveau, cette globalité est importante, à mon avis. On est déjà dans cette première consultation, on essaye de voir les éléments médicaux, les éléments cognitifs, l'histoire de vie. C'est une consultation qui est assez longue, c'est à peu près 1 heure. On essaie de voir un petit peu les aides, comment fonctionne le réseau social et familial autour en fait de la personne qui se plaint de troubles cognitifs. Et dans un deuxième temps, on programme un hôpital de jour qui va pas être simplement un enchaînement d'examens complémentaires, mais aussi des temps de rencontre avec la personne et avec son entourage. Donc on demande lors de cet hôpital de jour qu'il y ait un accompagnant qui connaît bien en fait la personne pour pouvoir en fait échanger. Alors là, dans ce cas-là, cet entretien va se faire en l'absence en fait du patient pendant un certain temps pour que l'aidant, souvent c'est l'aidant principal qui vient, puisse en fait avoir une liberté de parole, parce que c'est pas toujours facile de dire des choses devant en fait le patient. Donc on ne cache pas les choses, on les reprend dans un deuxième temps avec la personne désignée comme ou suspecte de maladie, mais il y a un moment donné où la famille ne va pas, ou l'entourage ne va pas oser parler devant, de peur de froisser, de peur des réactions après en fait la consultation. C'est loin d'être aussi simple pour certaines familles. Après, au niveau du suivi en hôpital de jour, là c'est plus scindé, parce qu'on a essayé de voir où étaient les priorités. C'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre avec l'assistante sociale, une rencontre avec l'ergothérapeute, une rencontre avec l'infirmière coordinatrice de l'hôpital de jour, une rencontre avec la neuropsychologue, une rencontre avec la nutritionniste, une rencontre avec le médecin, bien sûr. Et de toute façon, il y a une synthèse avant, en fait, de rendre les informations à la personne malade ou suspecte de maladie et à son entourage si la personne l'accepte. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de fonctionner. En fonction de l'interlocuteur, lors d'une première consultation ou même dans le suivi, en fonction de la personne qui va être en face, le professionnel qui va être en face de la personne atteinte de troubles cognitifs, la plainte ne va pas s'exprimer de la même façon. Ou alors peut-être que la plainte va s'exprimer de la même façon, mais elle ne va pas être entendue de la même façon. Moi, j'aurais plutôt tendance à aller plutôt sur cette deuxième hypothèse, c'est-à-dire que peut-être que les professionnels ne sont pas assez curieux en dehors de leur schéma de pensée, et ça c'est valable pour toutes les spécialités, je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est-à-dire qu'on cherche les éléments qui vont avoir du sens pour nous en tant que professionnels. Je sais pas, en tant que psychiatre, on va rechercher les éléments dépressifs peut-être de façon plus intense que si on est neurologue ou gériatre. Par contre, le neurologue va chercher de façon plus intense peut-être d'autres éléments sur le langage, sur les praxis, comme ça, que le fera pas le psychiatre. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être curieux sur la plainte. Ça me paraît intéressant d'avoir cette logique-là. Et dans ce cas-là, peu importe qui est en face,
comme professionnel si on va écouter toute la plainte et pas simplement celle qui interpelle notre spécialité, entre guillemets. Un des problèmes, je pense, au niveau de l'information qu'on donne pour le grand public concernant la maladie d'Alzheimer, c'est que ce qui ressort le plus souvent, enfin, à mon avis en tout cas, c'est que maladie d'Alzheimer égale maladie de la mémoire. C'est vrai, bien sûr, mais je trouve que c'est réducteur. Et ça explique peut-être que une partie des délais diagnostiques dont on parlait tout à l'heure. Le cerveau ne sert pas qu'à la mémoire, même si la mémoire est essentielle, mais elle va être la base d'autres fonctions. La personnalité se construit autour de la mémoire. Si vous ne vous souvenez pas de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, automatiquement votre mémoire va être perturbée, votre personnalité va être perturbée par ces oublis. Donc, à un stade débutant, ça sera moins vrai, mais il y a quand même des petites modifications, puisque la personne elle-même, ça fait 2-3 ans qu'il y a une évolution clinique déjà, on est bien d'accord, mais la personne elle-même ressent un changement, sans automatiquement pouvoir le nommer, mais une différence, une absence de performance. Voilà. Donc, il y a très tôt, je pense, un retentissement sur l'être humain, sur ce qu'il croit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il aime. Il y a très souvent un repli sur soi qui est décrit, sans que ce soit de la dépression. Et voilà. Et le problème de mémoire peut être décrit, mais en parallèle avec ces autres éléments-là, et pas automatiquement mis au premier plan lors de la première consultation. C'est un ensemble. Donc, voilà, il y a une plainte, il y a de la mémoire, mais il n'y a pas que de la mémoire. La cognition en elle-même va interférer beaucoup sur d'autres fonctions et sur la psyché en général. Ça arrive que le patient, futur patient ou patient déjà désigné, arrive seul. Ça peut être une volonté de la personne. J'ai voulu venir seul, mais le plus souvent, c'est que, dans mon expérience, c'est qu'il n'y a pas eu la possibilité d'accompagnement ou que la personne est assez seule au niveau de son environnement. Très souvent, quand même, la maladie d'Alzheimer interpelle l'entourage. Et alors, je n'irai pas jusqu'au fait de dire que c'est une maladie familiale, mais ça va tellement interférer sur l'environnement familial que la personne va être accompagnée pas simplement parce qu'elle a du mal à marcher. Voilà, elle va être accompagnée parce que ça interpelle beaucoup l'entourage sur le plan de l'inquiétude pour en fait cette personne qui semble atteinte d'un trouble cognitif, mais aussi sur la notion de filiation, de est-ce que je vais l'avoir moi aussi, si c'est une maladie d'Alzheimer, ou est-ce que plus souvent, d'ailleurs les enfants souvent se posent la question au travers de leurs petits-enfants, est-ce que mes propres enfants vont l'avoir? Est-ce que les petits-enfants de ma mère ou de mon père vont avoir cette maladie? Très souvent, ils sautent leur propre génération pour parler de les enfants des aidants. Alors, lors de la première consultation, l'aidant, l'accompagnant, qui est souvent l'aidant, a un temps de parole, en présence en fait de la personne qui a consulté. On voit que ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à dire des choses, ils sont tout le temps en train de regarder la réaction en fait de la personne pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Dans certains cas, avant la consultation ou après, ils vont voir l'infirmière qui les avait accueillis en disant « mais j'avais des choses quand même à dire au docteur, il faudrait quand même que je puisse les dire, mais là j'ai pas osé ». Voilà. Donc d'où l'importance en fait de pouvoir sans rompre en fait le lien avec la personne atteinte qui est dans la consultation, on est la classique relation médecin-malade. Il faut arriver quand même à avoir un espace de prise en charge et d'écoute de l'entourage, de la famille, de l'aidant. Il ne faut pas tout déléguer à l'extérieur en disant vous irez voir la psychologue, le service social, le machin. Voilà, c'est important que ça soit aussi intégré dans les différents temps de diagnostic et de suivi. Voilà. Mais nous, on l'a incorporé au niveau de l'hôpital de jour et aussi de la consultation, mais dans ce cas-là, en présence. Parce que c'est difficile dans une première consultation de tout faire. On parlait de chronologie tout à l'heure, de temporalité, avant en fait la prise de rendez-vous.
il y a une temporalité aussi de prise de conscience après la première consultation ou au cours de cette première consultation. C'est-à-dire que la première consultation peut aider à faire cheminer des idées qui étaient là et qui ne sont pas encore une certitude. On est beaucoup encore dans l'incertitude. C'est-à-dire, par exemple, si lors de cette première consultation, on sent qu'il y a un fort risque d'évolution, d'un diagnostic de trouble cognitif qui peut être posé, type Alzheimer ou autre, on va laisser entendre qu'il y a une différence par rapport au normal, il y a une différence par rapport au vieillissement, qu'on ne peut pas vraiment aller au-delà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de certitude non plus. L'objectif n'est pas d'asséner des vérités sans un minimum de preuves, mais aussi ça aide à cheminer. Et là, on voit comment les gens répondent par rapport à ces perches quelque part qu'on leur tend. Très souvent, ils réagissent, la personne ou son entourage, en disant « Ah oui, on avait pensé à Alzheimer, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être ça ?» Et là, on peut commencer un dialogue, un début de réflexion qui va aider à une éventuelle annonce diagnostique dans un deuxième temps. Donc la notion d'annonce ne se fait pas sur une étape. Déjà, si on a pris une consultation, c'est qu'on en a parlé à quelqu'un, très souvent le médecin traitant, le médecin référent, qui a déjà peut-être évoqué les choses avec l'entourage et avec la personne. La famille en a parlé, ils en ont parlé avec le sujet qui vient consulter. Donc, ce n'est pas une annonce du médecin et avec lui c'est et puis quelqu'un va recevoir cette information. Non, c'est tout un tas de petites étapes qui fait qu'à un moment donné, le diagnostic va avoir du sens et va pouvoir être entendu. Voilà. Bien sûr, mais ça, si on reprend les recos de la HAS, c'est bien marqué. Il faut nous tenir compte de l'histoire de vie de la personne, la notion de dépression, d'antécédents familiaux. S'il y a déjà eu un membre dans la famille atteint de troubles cognitifs, c'est bien sûr pas du tout la même chose que si ce n'est pas le cas. L'histoire de la personnalité des gens, la notion d'antécédent de dépression, voire de dépression actuelle, va interférer dans la façon de dire les choses, la chronologie des faits. Il va falloir prendre un peu plus de temps, un peu moins de temps, mais enfin, en tout cas, ce ne sera pas pareil. Alors, on parlait de maladie familiale tout à l'heure, en n'allant pas jusqu'au bout de cette logique-là. Mais c'est sûr que le diagnostic ou le futur diagnostic de maladie d'Alzheimer chez un membre d'une famille va être une sorte de catalyseur de dysfonctionnement qui était là antérieur au diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des tensions dans une famille, la maladie d'Alzheimer d'un des membres, en fait, va être un révélateur de ces dysfonctionnements, de ces tensions familiales. Ça peut être sur le plan économique. Qui va payer, qui va payer, et la notion de qui va payer pour les soins, pour l'hébergement, si c'était nécessaire dans des maisons de retraite. Et là, il va y avoir la notion de oui, mais il ne m'a jamais aimé, pourquoi je vais payer pour lui? Enfin, ça peut être ce genre de situation-là. Ce n'est pas bien sûr systématique dans toutes les familles, mais ça peut être un révélateur de dysfonctionnement ou de tension antérieure. Ça peut être aussi, à l'inverse, en fait, des moments où certains membres de la famille cherchent réparation de problèmes antérieurs, de relations avec en fait la mère ou le père. J'étais peut-être pas le favori, mais là, je vais essayer inconsciemment, je vais essayer d'en faire plus maintenant qu'il est malade pour montrer à quel point je l'aime. On retrouve ça des fois, qui va être des fois jusqu'à l'épuisement et après avec un risque presque de maltraitance, puisque j'en fais tout ça et malgré ça, ça va pas. La maladie est tellement évoluée, alors on s'éloigne bien sûr du diagnostic précoce là, mais la maladie est tellement évoluée que malgré tout ce que je fais, ça va pas. Et là, on revient ah oui, il m'a jamais aimé, quoi. Donc il y a ce risque d'histoire familiale qui va se greffer en fait sur la maladie. La maladie, elle est à peu près la même. Ce qui change, c'est la localisation des lésions, c'est la progression de la maladie. Voilà, donc il y a une histoire histologique qui va être un peu différente d'un patient à l'autre. Mais surtout, cette maladie se greffe sur une personnalité, on l'a déjà dit tout à l'heure, et sur un fonctionnement familial. Voilà. Et ça fait que chaque
maladie d'Alzheimer va être différente cliniquement, au niveau de son expression, au niveau de ses implications au niveau familial. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui est à la fois compliqué et intéressant, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, mais il y en a plein de différentes. Et c'est vrai pour les autres types de troubles cognitifs. D'où l'importance d'une prise en charge qui ne soit pas simplement une prise en charge du trouble cognitif, du trouble de la mémoire. Hein. La prescription d'orthophonie pour difficultés de langage qui peuvent se voir dans la maladie d'Alzheimer ou de problèmes d'utilisation de sa mémoire des mécanismes mnésiques est utile, mais ne va pas automatiquement avoir un rôle très important sur la dynamique familiale, par exemple. Hein, d'où l'importance de prendre en compte ça, sinon tout ce qu'on va faire sur le plan purement cognitif risque d'exploser pour des choses qu'on aura peut-être sous-estimées au niveau de leur importance. Il faut repérer assez tôt ces dynamiques familiales. Il n'y a pas besoin d'être un grand psychothérapeute pour ça, c'est simplement de voir, en faisant un arbre et voir qui intervient, qui fait quoi, au niveau financier, au niveau de la toilette, au niveau de la nourriture, au niveau de la fréquence de ses visites en fonction de son lieu de vie. Souvent, les familles expliquent un petit peu le fonctionnement de la famille. Rien que comme ça, on peut voir où ça peut poser problème. Si d'emblée, ils viennent en disant « oui, je suis venu, mais mon frère, il n'y croit pas, et de toute façon, il ne paiera pas », on voit, là, on est dans le caricature, mais on voit d'emblée qu'il y aura un problème. Il faut aller chercher quelque part la logique du fonctionnement familial, la logique du couple autour de cette maladie. Ça va dépendre aussi du stade de la maladie. Il y a un moment donné où la personne atteinte de troubles cognitifs va être en capacité d'expliquer ça. Et à d'autres moments, il sera peut-être moins, ou elle sera moins en capacité de le faire, et on devra beaucoup plus se reposer sur les dires de l'entourage. On sera dans de l'impression, il n'y aura pas de certitude, mais c'est quand même des éléments qu'il faut prendre en compte, quelle que soit en fait la spécialité du médecin qui est en face. Alors, au niveau de comment on peut, une fois qu'on a repéré en fait des tensions familiales, c'est effectivement compliqué. En général, ces fonctionnements familiales sont très anciens et la maladie appuie là où ça fait mal quelque part. Donc, il ne faut pas non plus croire qu'on va tout résoudre simplement avec ce diagnostic. Par contre, on peut proposer une rencontre avec les différents membres de la famille lors d'un temps de consultation ou indépendamment d'un temps de consultation, ça dépend un peu comment on fonctionne, et voir si les gens sont prêts en fait à prendre un peu de temps pour ça. Hein. Et ça peut être un moment d'échange, d'explication, parce que souvent, on disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui accompagne, souvent cette personne est seule, souvent c'est la personne qui est très souvent l'aidant principal, donc c'est déjà celle qui a le maximum en fait de responsabilité. Elle va entendre un discours, elle va en comprendre une partie et elle va reproduire ça à son entourage qui va l'interpeller. Donc je pense que plus il y a d'intermédiaires, plus c'est compliqué. Et on peut proposer de faire en fait une information globale, un échange et de voir voilà ce qu'on peut faire. On ne va pas faire de la thérapie familiale. L'objectif est simplement de proposer en fait quelque chose de plus global et pas simplement tout reposer sur les dents. Si les tensions sont très importantes, on peut prendre un exemple, alors c'est pas un stade précoce de la maladie, mais on a eu une patiente qui avait été hospitalisée en UCC Alzheimer pour des troubles comportementaux assez importants en relation avec une maladie d'Alzheimer évoluée. On avait eu contact avec une majorité de la famille qui était venue en entretien, choses comme ça. Il y avait 2 membres de la famille qui n'étaient pas venus en entretien avec l'assistante sociale, avec le médecin, pour organiser l'avenir. Et ce qui avait été décidé, c'était donc une entrée en long séjour. Cette entrée en long séjour se fait, et on apprend par le médecin du long séjour que 2 jours plus tard, 2 jours après son entrée en long séjour, les 2 membres en fait, de la famille qui n'étaient pas venus aux synthèses ont pris la décision de la faire sortir du domicile, enfin du long séjour qui était devenu le domicile, et de les prendre chez eux.
Et 2 mois après, ils reviennent en consultation en disant on n'en peut plus. Mais ma famille ne veut pas s'occuper de ma mère. Voilà. Donc on voit qu'en fait, ils se renvoient la balle, alors qu'en fait, il n'y a pas eu de volonté d'échange à un moment donné sur un accord global. Chacun a essayé de faire au mieux pour la personne malade. Je pense que chacun était dans une logique de je veux bien faire, mais à un moment donné, le dysfonctionnement était tel que ça explose quand même. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres, c'est bien sûr un peu caricatural, mais ça explique bien les dynamiques familiales qui sont derrière la maladie. Ils ont bien compris tous que c'était une maladie grave, qu'elle était à un stade évolué, mais certains ont pensé que la meilleure solution c'était le long séjour, et d'autres n'ont pas osé dire devant les frères et sœurs qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils l'ont fait autrement. Voilà. Si on revient sur la logique de ce que ressent le patient, là c'était beaucoup plus compliqué, en tout cas pour nous, d'avoir une idée du niveau d'acceptation de cette personne par rapport à ce qui était proposé. Parce qu'on était vraiment dans un stade très évolué de la maladie, des difficultés de reconnaissance des proches, des troubles du langage tels qu'il n'y avait pas de verbalisation, et même en non-verbal, on avait vraiment du mal à savoir si il y avait acceptation d'entrer en structure ou pas. Donc là, on est obligé de se baser sur l'entourage. On aurait pu insister encore plus pour que tous les enfants viennent, mais c'est rare qu'on arrive à avoir tout le monde lors d'une réunion, surtout quand il y a beaucoup d'enfants, comme c'était le cas dans cette famille. Alors, il y a le terme Alzheimer qui revient souvent en fait dans la notion de consultation mémoire et de justificatif de consultation mémoire. Les autres maladies sont beaucoup moins connues en fait par le grand public et vont pas être mis en avant, que ce soit les maladies à corde de Lewy, les atteintes frontotemporales, les atteintes vasculaires, les atteintes en relation avec le Parkinson ou autres pathologies qui peuvent entraîner des troubles cognitifs, il y en a beaucoup. Ce qui est toujours mis en avant, en tout cas dans notre expérience de centre mémoire gériatrique, c'est la maladie d'Alzheimer. Ce qui fait qu'on se retrouve des fois dans des situations qui sont compliquées quand ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Ça peut être pas une maladie d'Alzheimer, mais quand même une maladie dégénérative de type Lewy. Et je me rappelle de quelques fois où on a annoncé que ce n'était pas une maladie d'Alzheimer, mais une autre maladie qui était le Lewy, et où on a eu un soulagement qui a été exprimé en fait par la famille et aussi par la personne atteinte de troubles cognitifs, en disant « Ah ouf, j'avais peur que ce soit une maladie d'Alzheimer ». Mais surtout, c'est sujet à perplexité. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête ? Déjà, Alzheimer, je m'y étais un peu préparé, mais là, c'est autre chose. C'est plus grave, c'est moins grave, c'est quoi Donc, il y a la notion, il faut préparer cette notion que ça pourrait être autre chose. Et à nouveau, vu que les gens dans le public ont surtout une information sur les Alzheimer, ils ne peuvent pas anticiper ce type de préparation à l'annonce. Donc c'est à nous de le faire. Ça peut être aussi pas une maladie cognitive. Et si c'est ça qui était attendu, on peut se retrouver dans un sentiment de oui, mais alors, on ne peut rien faire. Alors, un sentiment d'inefficacité. Il n'y a même pas de nom de maladie, ou alors c'est une maladie qu'on ne sait pas trop comment ça a évolué, un MCI, voilà, c'est anglais en plus. Donc il y a cette notion on vient pour une incertitude, on veut avoir un diagnostic et on se retrouve avec quelque chose qui est une nouvelle incertitude. Donc ça peut être perturbant au niveau du temps d'annonce. Donc c'est quelque chose qui doit être un peu spécifiquement anticipé, si on le peut, si déjà au début on a un doute sur le fait que ça peut être autre chose que maladie d'Alzheimer, justement pour que ça se passe mieux. Très souvent, de toute façon, que ce soit simplement une plainte mnésique ou un MCI, il y aura un suivi de toute façon. Donc ce suivi va permettre d'expliquer qu'on va réévaluer les choses, qu'à l'heure actuelle on peut faire quand même des adaptations au niveau des aides, au niveau de ce qu'on peut faire sur le plan médical, social ou autre. On va proposer quelque chose. On n'est pas simplement, il n'y a rien
voilà, vous pouvez partir, on ne s'intéresse plus à vous, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un moment opportun pour annoncer un diagnostic qui est a priori un diagnostic grave, parce que pas de traitement curatif, parce que le plus souvent une évolution, variable d'une personne à l'autre, mais quand même une évolution. Voilà, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un moment opportun. Il y a un ressenti à un moment donné qu'on peut y aller, qu'on peut aller plus loin. Et quand on fait une annonce, on est tout le temps en train d'observer la réaction de la personne qu'on a en face. On complète avec les informations qu'on nous a données avant. Hein, j'ai déjà pensé à maladie d'Alzheimer, je sais ce que c'est la maladie d'Alzheimer, ou à l'inverse, si c'est une maladie d'Alzheimer, il va se tuer. Donc voilà, tout ça fait qu'on va choisir les termes. Est-ce qu'il y a des bons termes pour annoncer une maladie grave? Ça, c'est une autre question. Et il y a un moment donné, on va pouvoir avancer et aller le plus loin possible. C'est ce que recommande déjà l'HAS, qui est assez logique. Tout ce qui était recommandé sur l'HAS était beaucoup basé sur l'annonce de maladies graves, dont le cancer, et en faisant en sorte que dans la maladie d'Alzheimer, la personne atteinte de troubles cognitifs soit au centre de cette annonce diagnostique et pas à côté, et que l'annonce se fasse uniquement à l'entourage. Donc, ce qui avait été le fait de l'annonce diagnostique pour le cancer il y a 20 ans, où on annonçait à l'entourage mais pas aux malades, était encore trop le cas dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est important de considérer que la personne qui doit recevoir le diagnostic, si elle est d'accord pour le recevoir, c'est le patient, et uniquement dans un deuxième temps, l'entourage. Alors, il y a beaucoup de maladies graves, hein, mais il y a peu de maladies qui vont en fait toucher en fait à l'identité de la personne, comme peut le toucher une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie. Donc ça va être compliqué par rapport à la personne touchée par cette maladie, mais aussi par rapport à son entourage. Donc on a expliqué tout à l'heure quelques pistes, la notion d'interface, le cerveau interface avec tous les sens, interface avec la personnalité, avec l'histoire de vie, tout ça, ça a besoin de toutes les fonctions cognitives pour exister et perdurer. Mais il y a aussi la projection en fait, de la personne qui se sait atteinte d'une maladie d'Alzheimer dans l'avenir. Et très souvent, les gens se projettent à long terme. Maladie d'Alzheimer égale dépendance, égale je suis fou. La notion de terme de folie revient très souvent. Était repris antérieurement quand on utilisait le terme de démence de type Alzheimer. Démence, ça renvoie à nouveau à la folie, hein, et on a souvent le problème dans les troubles cognitifs justement de confusion des termes entre des termes psychiatriques et des termes cognitifs, hein, donc ça peut être un élément important aussi. Donc la notion de folie, je perds le contrôle, je perds mon identité, je perds ce que je suis, peut en fait faire intrusion assez brutalement avant l'annonce, ou au moment de l'annonce, ou après l'annonce. La temporalité est un peu différente sur les personnes. Donc c'est quelque chose qu'il faut pouvoir intégrer. À nouveau, ce n'est pas évident de tout prévoir, mais il faut en tout cas être en capacité de voir ce que ça va avoir comme résonance, le terme, quelle est la résonance du terme par rapport à l'individu. Il faut individualiser au maximum en fait cette annonce et cette notion de fragilité qui peut être renforcée par le terme Alzheimer. Alors, cette fragilité peut être au niveau du patient, mais peut être également au niveau de la famille. Hein. Il y a des familles qui vont nous dire « je ne supporterai pas que mon père ait une maladie d'Alzheimer ou que ma mère ait une maladie d'Alzheimer ». Là, c'est leur ressenti. Ce n'est pas le ressenti automatiquement de la personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer. Il peut y avoir des décalages très nets. Récemment, j'ai eu un monsieur en consultation. On lui a fait l'annonce diagnostique. Et la personne qui a été la plus perturbée, c'était en fait son épouse. Qui en fait, ça brisait en fait l'image de son mari, de ce qu'il était, de son côté très intellectuel, très actif, très social. Et là, elle voyait quelqu'un qui n'était plus son mari. Donc il y a une sorte de deuil impossible ou difficile à faire d'un lien social, d'une projection dans l'avenir. Voilà, c'est plus
ça ne pourra plus être comme avant. Et je pense que ça, c'est important. La réaction, elle n'est pas automatiquement que au niveau de la personne qui entend le diagnostic, mais elle peut être aussi au niveau de l'entourage, avec toute la dynamique et le lien dans le couple notamment. Je pense qu'on sous-estime le lien entre les gens et les modifications de ce lien du fait de la maladie. Et que la personne atteinte de maladie doit accepter, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas elle doit travailler et vivre avec, dans certains cas, cette maladie, mais l'entourage doit aussi faire un cheminement. C'est vrai chez le sujet jeune, les quelques cas de personnes jeunes que j'ai pu suivre, il y a le renvoi en disant mais ma retraite c'est pas comme ça du tout que je l'avais envisagé. Elle est en activité, dans 5 ans je suis à la retraite, elle aussi on avait prévu ça, c'est plus possible. Il y a une sorte d'effondrement qui se produit. Mais c'est vrai également sur des personnes plus âgées. Alors c'est pas les mêmes enjeux, mais c'est quand même sur l'image qu'on a de son conjoint, l'image qu'on a de son père, de sa mère, qui peut être brisée ou à risque d'être brisée de ce fait-là. Je vais prendre un exemple tout simple. Une dame, grande bourgeoisie, sans que c'est un côté péjoratif, vous voyant ses enfants depuis toujours, la maladie évolue, elle tutoie tout le monde. Ça, c'est insupportable si on n'explique pas pourquoi. Il y a un temps d'explication, c'est-à-dire que l'annonce, c'est pas simplement je dis la maladie, je nomme la maladie, c'est aussi, il y a tout un tas de petites annonces après pour que ça soit intelligible. Hein. Notamment quand on est en dehors de la mémoire. Là, bon, ok, elle a une maladie de la mémoire, pourquoi elle tutoie les gens? Pourquoi elle est aussi familière? C'est plus la mère telle que je la connaissais. Ça peut être acceptable à partir du moment où on comprend. La notion de compréhension de la maladie et de ses conséquences me paraît importante. La maladie, on a vu, interfère beaucoup sur le fonctionnement comportemental, psychique, du fait qu'un neurone ne sert pas simplement à envoyer des neuromédiateurs à un autre neurone et puis voir si ça amuse son copain neurone, mais ça va interférer dans le lien social. Ce lien social, il est ancien, il est connu. La maladie entre en compétition là-dessus, va faire exploser certains points importants de la personnalité qui font que ça va être plus ou moins acceptable par l'entourage. L'entourage qui est dans l'affect. Mon père, ma mère, c'est ça. Mon frère, c'est une image, c'est quelques points qui font que je le reconnais. Donc, le médecin peut avoir un rôle d'explication et faire le lien entre la maladie neurologique, cette lésion histologique, et pourquoi il y a ce comportement qui paraît aberrant, ce tutoiement dont on parlait tout à l'heure, ces comportements agressifs qu'il peut y avoir quand la personne se sent en danger, cette anxiété qui apparaît alors que ce n'était pas du tout le cas, c'est ce centrage sur les finances. Si on arrive à faire le lien de façon logique entre la lésion histologique et le comportement, je pense qu'on donne des pistes intéressantes à l'entourage pour pouvoir l'entendre et peut-être, dans un deuxième temps, l'accepter. Mais en tout cas, ça donne une explication. Moi, je dis souvent, s'il n'y avait eu que le vieillissement, votre père, votre mère, votre proche ne vous aurait pas dit ça, n'aurait pas été comme ça. Cette notion de différence par rapport au vieillissement, cette notion de différence avec ok, il a une maladie d'Alzheimer, mais là, il l'a fait exprès, c'est sa personnalité, je le reconnais. Non, il faut arriver à faire la distinction entre ce qui est l'histoire de vie, la personnalité, et ce qui est maladie. De toute façon, la maladie va interférer, quelle que soit la personnalité antérieure.